conservatrice. Désolé, mais si vous avez fait un petit peu d'histoire, les conséquences de ce type d'idéologie, elles se sont déjà vues et il n'y a pas très longtemps. Donc soit vous avez envie que ça recommence et vous jouez comme vous êtes en train de le faire, la neutralité, en disant bon bah nous on verra bien qui gagne, c'est la démocratie. Donc neutralité égale naïveté au fond, c'est ce que vous dites. J'ai absolument pas dit ça. D'ailleurs jamais. On peut repasser le replay, mais si c'est ce que vous avez entendu, je pense que vous avez un petit problème de compréhension des enjeux du moment. Ouais. Alors c'est pas une BD à message, mais c'est une BD qui écorne quand même pas mal de grands personnages de notre temps. On y croise, et ils sont pas forcément à leur avantage, Elon Musk, un peu Emmanuel Macron, et surtout, Thibaut Chaler le disait, Vincent Bolloré qui est évoqué en fait par le biais de la punaise de lit, qui pour se hisser au pouvoir achète tous les organes de presse qui vont lui permettre de soumettre l'opinion. Bon, là, la référence est assez claire. Référence à des personnages existants serait fortuite. Vous aviez envie de régler vos comptes avec lui? Non, pas du tout. Non, mais c'est un personnage. Vous avez un contentieux avec lui quand même. Avec Bolloré? Avec Bolloré, en 2022, vous avez il m'a censuré un livre, ouais. Voilà, vous étiez attaqué à lui, enfin, j'avais fait une blague sur lui. Voilà, la publication du livre avait été suspendue, donc il y a quand même un petit contentieux Meurice versus Bolloré. Alors il n'y en a plus parce que j'étais en contentieux avec Editis, il possédait une grosse société d'édition, avec plusieurs maisons d'édition qui s'appelait Editis, et donc j'ai porté plainte contre Editis pour rupture abusive de contrat, mais entre-temps il a vendu Editis, donc la procédure a été nulle et non avenue, puisqu'il a disparu. Ça doit quand même vous faire un petit quelque chose de voir aujourd'hui toute cette levée de bouclier des auteurs contre, il était temps, contre Bolloré. Il était temps qu'il se réveille, parce que des gens qui subissent ce genre de politique, il y en a un paquet depuis des années et des années, donc il est temps que le milieu culturel se remue un peu. En 2022, il n'avait pas encore racheté Paris Match, il n'avait pas encore racheté le JDD, il n'avait pas encore racheté Grasset. Vous vous attendiez à ce que son empire prenne autant d'ampleur au fil des années? Mais il l'a dit, il s'en cache même pas. C'est une stratégie politique qui a des conséquences dans le réel pour des millions de gens. Donc oui, c'est pas une surprise, c'est pas un mec qui avance vraiment tant que ça masqué. Alors il assume pas encore tout à fait la bataille culturelle. Il dit non, mais pour l'instant, j'influence pas, je reste en dehors. Mais c'est un secret de polichinelle, comme on dit. Ouais, ce livre-là que vous publiez aujourd'hui, il aurait pu paraître chez un éditeur Bolloré? Je pense, à mon avis, non. Puisque moi, j'avais fait une blague dans un livre qui parlait pas du tout de Bolloré et il l'a censuré. Donc je pense pas du tout. Sandrine Deloff, on a reçu il n'y a pas très très longtemps un essayiste franco-suisse qui se disait un petit peu agacé par cette levée de bouclier anti-Bolloré en disant bon, au fond, ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est plutôt une sorte de rééquilibrage. Une bonne partie du monde de l'édition est dominée plutôt par la gauche intellectuelle, notamment le monde de la BD. Et au fond, si on laisse quelques miettes à la droite conservatrice, c'est pas non plus un drame. Qu'est-ce que vous auriez envie de répondre? J'appellerais pas ça des miettes. C'est vraiment un empire médiatique qu'il a entre ses mains. C'est pas des miettes, c'est partout, quoi. Vous prenez le monde de la BD, par exemple, il suffit de se promener dans les rayonnages d'une grande librairie, Fnac ou autre. On voit bien que le ton des bandes dessinées est plutôt de gauche qu'autre chose. Oui, mais la BD, ça reste un média parmi d'autres, et puis pas tout le monde lit de bandes dessinées. Par contre, il y a énormément de téléspectateurs qui vont entendre des atrocités sur les chaînes d'infos en continu, etc. Et ça, c'est ça le plus grave, quoi. Même si on essaye à notre échelle de rééquilibrer un petit peu la balance, c'est compliqué. Mais à l'époque où vous étiez sur France Inter, Guillaume Meurice, beaucoup de gens disaient, alors peut-être pas ne parlaient peut-être pas d'atrocité à votre sujet, mais enfin, trouvaient que la barre était trop à gauche et qu'au fond, il fallait un rééquilibrage. Oui, mais une société, ça ne fonctionne pas comme ça. Toutes les opinions ne se valent pas. Ça voudrait dire quoi? Ça veut dire, puisqu'on a une parole antiraciste, il faudrait inviter un raciste. C'est-à-dire qu'il faut séparer le rayon des librairies en deux. Vous avez la partie qui lutte contre l'homophobie et la partie homophobe. Il faudrait faire ça à chaque fois. Ça n'a aucun sens. C'est une manière de voir les choses, mais on pourrait vous dire qu'au fond, vous êtes de gauche, disons progressistes, puis il y a aussi des conservateurs qui ont le droit de faire entendre leur voix. Attendez, mais les conservateurs, ils sont partout. En tout cas en France, et j'ai l'impression que chez vous, si j'entends le discours qui a été tenu juste avant, ils sont partout, ces gens-là. Non, ils ne sont pas partout, ils ont simplement le droit au chapitre.
Ben, comme ils les autres. ils possèdent les médias, ils possèdent le monde économique, c'est eux depuis le début. Et maintenant, ils essaient de posséder le monde de la culture. C'est le seul truc qui leur manquait et ça leur faisait un petit peu défaut et ça les vexait un peu de ne pas avoir l'intelligentsia. Donc maintenant, Bolloré, il s'attaque à ça. Et Bolloré, maintenant, il a des artistes, il a des lieux de culture, il a des théâtres, il a des maisons d'édition, il a des librairies. Et il a des médias, donc en fait, il a toute la chaîne de production de la culture. C'est ça qu'il voulait. En fait, c'est une attaque idéologique. Là, vous êtes en train de faire style, bah oui, mais c'est normal, c'est un match de foot, voilà, il y a les rouges contre les je pose des questions. Mais c'est pas ça. Attention, je connais bien les médias depuis un petit moment. D'en poser quelques-unes. Oui. Mais comment vous expliquez justement le succès, par exemple, de Radio Nova possédé par Mathieu Pigalle? C'est une forme de réponse à cette bollorisation d'une partie des médias? Mais oui, parce qu'il y a pas mal de gens qui en ont marre de ça. Et comme le discours médiatique, il est unanime, on allume n'importe quelle chaîne d'infos en continu, c'est toujours l'immigration, la sécurité. Les gens qui ont plutôt des valeurs progressistes, comme on disait à l'instant, se sentent isolés. Et d'un coup, nous, on arrive avec notre émission. En fait, c'est pas de la fausse modestie, mais je pense qu'on est à peu près la seule émission à tenir ce discours-là en l'assumant. Et les gens nous disent, ça fait du bien d'entendre ça, on se sent moins seul. Ouais. Parce que les gens sont. Est-ce que vous participez à la polarisation? C'est un autre reproche qui pourrait être fait. C'est-à-dire qu'il y a des médias où on est dans sa bulle à gauche et des médias où on est dans sa bulle à droite. Est-ce que c'est pas un problème qu'on ne se parle plus? Ou est-ce que le service public a échoué sur ce plan-là? C'est hyper intéressant comme débat, parce que à vous entendre, on a l'impression que toutes les opinions se valent. On a l'impression que comme je disais tout à l'heure, pour entendre une parole antiraciste, en fait, par exemple, fasciste et antifasciste, c'est pas la même chose. Il n'y a pas d'égalité là-dedans. Mm-hmm. Je dis pas que la gauche est forcément mieux que la droite. Il y a de la droite libérale, il y a la liberté des entreprises, il y a des choses hyper intelligentes là-dedans. Mais décréter qu'un ultra-conservateur est fasciste, vous admettez que c'est quand même une prise de position, c'est contestable. J'ai pas compris le début de la phrase. Dire qu'un ultra-conservateur est fasciste, parce que personne ne s'assume comme fasciste, personne ne se dit fier d'être fasciste. C'est vous qui accolez ce terme à un discours, une famille de pensée qui, elle, se décrit comme plutôt souverainiste ou ultra-conservatrice. Désolé, mais si vous avez fait un petit peu d'histoire, les conséquences de ce type d'idéologie, elles se sont déjà vues et il n'y a pas très longtemps. Donc soit vous avez envie que ça recommence et vous jouez comme vous êtes en train de le faire, la neutralité, en disant nous on verra bien qui gagne, c'est la démocratie. Soit vous vous réveillez. À mon avis, la RTS, vous avez intérêt à vous réveiller sévèrement parce que sinon vous allez vous faire privatiser, comme c'est en train d'être plus ou moins le cas en France, avec la suppression de la redevance, avec l'extrême droite qui grignote. Donc neutralité égale naïveté, au fond, c'est ce que vous dites. J'ai absolument pas dit ça. D'ailleurs, jamais. On peut repasser le replay, mais si c'est ce que vous avez entendu, je pense que vous avez un petit problème de compréhension des enjeux du moment. Ouais. Parlons de cette BD. Mais j'aime bien ce débat, j'étais pas venu pour débattre. C'est vrai. C'est une émission politique au fond, on débat et puis on vous entend aussi. Sandrine Deloffre, vous êtes antispéciste. Moi, il y a quelque chose qui m'a amusé. À un moment donné, il y a un personnage animal qui dit on nous met dans la bouche certaines répliques, on nous utilise quelque part. Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir si on peut représenter les animaux? Est-ce que c'est les exploiter? Peut-être. Peut-être que c'est quelque part ça, mais à la fois, les animaux n'ont pas de voix. Et si on ne parle pas pour eux, qui va le faire, quoi? Enfin, par exemple, les animaux qu'on entend crier quand on les abat, quand on les massacre, on va avoir un peu plus de pitié pour eux. Par contre, les poissons qu'on n'entend pas du tout, qui étouffent, qui sont écrasés sous des tonnes d'eau de poissons, on n'a vraiment aucune empathie pour eux. Donc, je pense que quelqu'un doit parler pour eux, et on est plusieurs à le faire d'ailleurs, je ne suis pas la seule. Et c'est donc pour évoquer votre livre La contre-révolte sans précédent, Sandrine Deloffre, Guillaume Meurice, que vous étiez ce soir dans Forum, et puis aussi pour débattre. Et ça fait toujours du bien. La bagarre. Chauffer un peu la bagarre. Merci infiniment, Guillaume Meurice, Sandrine Deloffre. Bonne soirée à tous les deux. Bonne soirée, merci.